Ce livre m'a complètement anéanti, vraiment. C'est Laetitia ou la fin des hommes d'Ivan Jablanka. Et ce n'est pas juste une enquête sur un crime, c'est une plongée dans une vie fauchée et dans les failles de notre société. Le mot qui me vient, c'est dérangeant, carrément. Au centre de tout, il y a une jeune femme de 18 ans, Laetitia Perret. On est immédiatement projeté dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, près de Pornic, la nuit où tout bascule. Et le paradoxe de ce livre, il est incroyable. On nous promet de nous raconter une vie, mais c'est une vie dont on n'entend parler qu'à cause de sa fin. Une fin absolument atroce. C'est fou, n'est-ce pas? Et cette histoire, ce n'est pas qu'un fait divers. C'est devenu une affaire d'État, une affaire qui a fait trembler la justice et le pouvoir politique, au plus haut niveau. Alors, au début, on est dans un cauchemar presque familier. Oui, celui que tous les parents redoutent. Une jeune serveuse de 18 ans qui ne rentre pas chez elle après son service. L'inquiétude, puis la panique. La France entière retient son souffle. Très vite, on retrouve son scooter, abandonné, moteur encore chaud. Juste à côté de chez elle. À quelques dizaines de mètres, oui. Et là, la machine s'emballe. Les gendarmes, les hélicoptères. La France entière a les yeux rivés sur ce petit coin de Loire-Atlantique. Et très vite, l'enquête trouve un suspect. Un nom qui va devenir tristement célèbre. Tony Meillon. Ah oui, Tony Meillon, le coupable parfait pour les médias. Pourquoi le coupable parfait? C'est un homme au passé judiciaire très chargé, un multirécidiviste sorti de prison quelques mois plus tôt. Pour l'opinion publique, il n'y a aucun doute, c'est lui. Le monstre. Voilà, le monstre. Et c'est là que l'histoire dérape complètement. Elle prend une autre dimension. Le pouvoir politique s'en mêle. Le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, se déplace sur les lieux. Et devant les caméras, il ne parle pas seulement de l'enquête. Il attaque. Il attaque frontalement. Il pointe du doigt un prétendu laxisme des juges, des services de suivi, qui n'auraient pas fait leur travail. Attends, mais à ce stade, Meillon est encore le présumé coupable. Est-ce que ce n'est pas complètement fou qu'un président s'implique à ce point? C'est exactement ça. Il transforme un fait divers atroce en une affaire politique. Il court-circuite la justice, en fait. Complètement. Il désigne des coupables avant même que la justice ait pu faire son travail. Et la conséquence, c'est un embrasement total. Une crise institutionnelle. Sans précédent. Et pendant ce temps, l'horreur continue. Oui, parce que pendant que les politiques et les juges se déchirent, sur les plateaux télé, Le corps de Laetitia est retrouvé. Enfin. Des morceaux de son corps disséminés dans des étangs. Poignardés, étranglés, démembrés. C'est l'horreur absolue. et face à cette horreur, on s'attendrait à ce que l'auteur, Ivan Jablonka, plonge dans les détails sordides, dans la psychologie du tueur, comme on le voit souvent. Oui, le true crime classique. Exactement. Mais il refuse ce piège. Il regarde cette fascination morbide droit dans les yeux et il dit « Non, mon histoire ne sera pas celle-là. C'est une décision radicale. Vraiment. Il l'écrit noir sur blanc. Il n'y aura qu'une seule héroïne dans ce livre, Laetitia. » Il veut l'arracher au crime. C'est ça, lui rendre sa vie, pas seulement raconter sa mort. Et c'est une question que je me suis posée en refusant de rencontrer le tueur, comme l'ont fait d'autres grands auteurs, de Truman Capote à Emmanuel Carrère. Est-ce qu'il ne se prive pas d'une clé de compréhension? C'est une vraie question. C'est un choix moralement admirable, mais est-ce que ce n'est pas intellectuellement un peu incomplet? Pour lui, rencontrer Meillon c'eût été lui donner une importance qu'il refuse de lui accorder. Il dit que c'est une faute morale. D'accord. Il considère que la parole du bourreau est une parole morte, qui ne peut rien expliquer. Donc, il prend le chemin le plus difficile, essayer de comprendre en se tournant uniquement vers la victime. La seule vie qui compte, c'est celle qui a été prise. Voilà. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait? Comment on fait revivre quelqu'un qui n'est plus là? Quelqu'un dont l'image publique est celle d'une victime démembrée? Alors, il mène ce qu'il appelle une enquête sur les enquêtes. Une enquête sur les enquêtes. Oui, il ne se contente pas du dossier criminel. Il va chercher ailleurs. Il plonge dans les archives de l'aide sociale à l'enfance, il épluche les rapports de gendarmerie, il lit tout, il vérifie tout. Et surtout, Il parle aux gens. il rencontre des dizaines de personnes, sa sœur jumelle, Jessica, qui est un personnage clé, ses amis, ses profs, sa famille d'accueil, les juges, les avocats. Il tisse une toile immense pour retrouver les fils de cette vie. Et ce qu'il découvre, c'est que le drame final, en fait, c'est juste l'aboutissement d'une vie entière de violence. Le système l'a laissé tomber bien avant, non? Complètement, on découvre une enfance fracassée.
Laetitia et sa sœur retirées à leurs parents à cause d'un père ultra violent, placés en famille d'accueil. On se dit enfin la sécurité? On se dit ça. Mais en réalité, le cauchemar continue sous une autre forme. Leur vie est une succession d'instabilité, de peur. C'est un parcours qui expose toutes les failles de notre système de protection de l'enfance. Et au milieu de tous ces rapports, de tous ces témoignages, comment est-ce qu'on retrouve sa voix à elle, la vraie Laetitia? C'est là que l'enquête devient bluffante. Jablonka va chercher dans ses SMS, ses publications sur Facebook, les musiques qu'elle likait. Waouh, attends, une seconde. Ça peut sembler un peu intrusif, non? Presque voyeuriste, fouiller dans le téléphone d'une jeune fille assassinée? C'est la question clé. Et sa réponse, c'est que c'est le seul moyen d'entendre sa voix. Pas celle des rapports de police, pas celle des journalistes, la sienne. D'accord. On découvre sa façon de parler, son humour, sa manière d'écrire «moi» au lieu de «moi», comme des milliers de jeunes de son âge. Et soudain, ce n'est plus un nom dans un dossier. C'est une gamine de 18 ans. Elle redevient réelle. Et le portrait qui se dessine, c'est ça qui est renversant, ce n'est pas du tout celui d'une victime écrasée par son destin. Pas du tout. C'est une jeune femme solaire. Malgré tout ce qu'elle a subi, tous ceux qui l'ont connue la décrivent comme joyeuse, courageuse, gentille. Elle se construisait un avenir. Elle voulait juste vivre. C'est là que le titre du livre prend tout son sens. Laetitia, la joie en latin. Exactement. D'ailleurs, il y a une citation de Spinoza en épigraphe. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. C'est ça, Laetitia. Malgré tout, elle était dans cette quête de joie, et c'est ce qui rend sa fin encore plus insupportable. Le livre nous l'a fait aimer pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'on lui a fait. Le sous-titre, c'est « Ou la fin des hommes ». Et là, on comprend pourquoi. Toute sa courte vie est marquée par la violence masculine. C'est une chaîne ininterrompue. Il y a d'abord son père biologique, violent, puis l'homme qui aurait dû la protéger, son père d'accueil, Gilles Patron. Et là, il y a une autre histoire terrible. On apprendra plus tard que cet homme, ce pilier de la communauté, sera condamné à 8 ans de prison pour viols et agressions sexuelles. Notamment sur Jessica, la sœur jumelle de Laetitia. C'est terrifiant. Le foyer qui devait être un refuge était en fait un autre piège. Et au but de cette chaîne, il y a le dernier homme, son meurtrier, Tony Meillon. Et c'est là que le livre nous emmène dans une zone encore plus sombre, le parallèle entre Laetitia et son propre meurtrier. Ça m'a complètement retourné. C'est le cœur vertigineux du livre. Jablonka met les deux parcours en miroir, et ce qu'on découvre est effrayant. Ils ont la même enfance? Exactement la même. Famille dysfonctionnelle, violence, placement en foyer, scolarité chaotique. C'est presque un copier-coller. Mais comment c'est possible? Deux parcours identiques qui mènent à des destins aussi radicalement opposés. L'une devient une victime qui se bat pour la joie, l'autre un bourreau. Ça remet tout en question, quoi. La responsabilité, le libre arbitre. L'auteur ne donne pas de réponse toute faite, et c'est ça qui est fort. Il nous laisse avec cette question terrible. Mais il y a une piste qui se dessine, et elle est liée au genre. C'est-à-dire? Dans le même système destructeur, le garçon apprend peut-être à extérioriser la violence, à la retourner contre les autres. La fille, elle, apprend à l'intérioriser, à la subir. C'est une des hypothèses les plus troublantes. L'auteur n'hésite pas à nommer les choses. Il y a un chapitre qui s'appelle « Féminicide ». Il ne dit pas que c'est une femme qui a été tuée. Il dit qu'elle a été tuée parce que c'était une femme. C'est un point crucial. Ce n'est pas un meurtre neutre, c'est un crime misogyne, un crime de possession, la volonté de détruire un corps de femme qui lui a dit non. En nommant cela, il sort le crime du simple fait divers. Et ça devient un fait social, un fait politique. Et du coup, toute l'affaire devient un miroir de la société. On y voit tout. Tout. Les violences systémiques faites aux femmes, la misère sociale qui fabrique des monstres, les failles de l'aide à l'enfance, et puis la crise politique et judiciaire. On a parlé de la réaction du président, mais la suite est folle aussi. Des milliers de magistrats qui font grève. Oui, qui descendent dans la rue, du jamais vu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? Ils ont refusé d'être les boucs émissaires. Le pouvoir politique, sous la pression médiatique, a cherché un coupable facile. Les juges ont répondu « non, le problème est plus profond. Ne nous utilisez pas comme fusibles ». L'affaire Laetitia a agi comme un révélateur. Exactement. Elle a exposé au grand jour la méfiance entre les pouvoirs, la fragilité de nos institutions face à l'émotion collective, le meurtre d'une seule jeune femme. A mis à nu les fractures de toute une nation. C'est pour ça que ce livre est bien plus qu'une enquête. C'est une radiographie de la France. Jablonka dit qu'il a voulu offrir à Laetitia un tombeau de papier. Et en un sens, c'est réussi.
En refusant de se focaliser sur sa mort, il réussit à nous rendre sa vie, sa lumière. Il lui rend sa voix, oui. C'est une forme de réparation, presque de résurrection par les mots. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ah. Non, parce qu'en reconstituant minutieusement sa vie, il découvre une autre violence, un secret encore plus ancien, qui a peut-être tout déclenché. Une violence qui se cachait au cœur même de l'endroit où elle aurait dit être le plus en sécurité. Exactement. Et c'est peut-être ça la clé de toute l'affaire. Pas seulement le crime de Tony Meillon, mais tout ce qui l'a précédé, tout ce qui l'a rendu possible. Et pour comprendre ça, il n'y a pas le choix, il faut le lire. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.